Amen. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez bien dormi? Ça va? Ça va? Ok. Nous sommes à notre dernière session d'anatomie physio. Oui, nous sommes vendredi. Oui. La semaine se termine. Hein? J'espère que ça a été un moment agréable pour vous. Même si dans cette pièce il fait froid, mais que vous avez pu réchauffer votre esprit en apprenant des choses nouvelles ou en revoyant des choses. Comme je dis toujours, cette heure n'est qu'une initiation, un désir pour moi de partager ce que moi je comprends, et c'est aussi le moyen pour vous de vous dire de continuer à vous former en ce qui concerne l'anatomie, physiologie, pour que vous puissiez mieux accompagner les personnes que vous aurez à suivre. Mais c'est aussi parce que c'est un conseil de la servante du Seigneur qui nous est donné. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à poursuivre dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons aborder le cerveau. C'est pour ça que dans Message choisi, volume 1, à la page 117.4, nous avons ce texte qui nous dit « Dieu a donné un cerveau à tout être humain. Il désire que cet organe soit employé à sa gloire. Grâce à lui, l'homme est à même de joindre ses efforts à ceux de Dieu pour sauver des mortels, ses semblables, qui périssent. Nous ne possédons pas des facultés mentales en excès. À nous de développer et d'exercer chaque faculté mentale, chaque force corporelle pour en faire le meilleur usage possible. Nous devons tout faire pour fortifier ces facultés. En effet, Dieu a plaisir à nous voir toujours plus efficients dans la collaboration que nous lui apportons. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, 408.1, c'est l'esprit qui régit l'homme. L'esprit régit l'homme tout entier. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, toutes nos actions puisent leur source dans l'esprit. C'est l'esprit qui adore Dieu et nous met en relation avec les choses d'en haut. Tous les organes physiques sont au service de l'esprit et les nerfs sont les messagers qui transmettent leurs ordres à toutes les parties du corps, guidant les mouvements de la machine vivante. Quelles sont les affections en lien donc avec le cerveau, qui est le moteur qui va produire l'esprit? Donc, ces affections sont regroupées en gros en deux catégories. On a les affections neurologiques et les maladies psychiatriques. Les affections neurologiques vont regrouper tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, l'épilepsie, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, par exemple. Parmi les maladies psychologiques, psychiatriques, nous avons la schizophrénie, nous avons la dépression, nous avons les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et bien d'autres encore. Et nous avons d'autres pathologies en lien avec le cerveau, comme le traumatisme crânien, les AVC. Voilà, tout cela, ce sont des pathologies qui sont en lien avec le cerveau, le système nerveux. Alors, qu'est-ce que le cerveau? Si vous devriez décrire le cerveau, qu'est-ce qu'on dirait? Au niveau de l'anatomie, le cerveau appartient au système nerveux central, mais le cerveau, il est capable d'intégrer des informations, de contrôler la motricité, les mouvements, et d'assurer certaines fonctions de réflexion
de prise de décision dans le corps. C'est un organe, c'est l'organe qui est le mieux protégé. On va voir quels sont les éléments qui fonctionnent ce cerveau. Et il peut peser environ 1,3 kg quand même. Le cerveau est constitué de neurones. La cellule qui constitue le cerveau est la cellule neuronale qu'on appelle neurone. Dans notre système nerveux, nous avons à peu près 100 milliards de neurones, c'est énorme. Et c'est une cellule particulière, le neurone, parce qu'il est capable de générer, de transmettre et de recevoir des impulsions électriques, des impulsions bioélectriques, parce que c'est produit par des cellules vivantes. Et ces impulsions, c'est la transmission en fait de ces impulsions qui sont appelées des influx nerveux. D'accord? Donc, au sein d'un neurone, il y a cette transmission d'informations électriques. Et cette transmission d'informations électriques se fait de neurone à neurone. Cet influx nerveux est à l'origine du fonctionnement du système nerveux lui-même. Pour qu'il y ait une bonne réactivité, cet influx nerveux, ce message électrique, ce message nerveux, il doit être véhiculé avec une certaine vitesse et il arrive que certaines fibres nerveuses assurent une transmission à près de 150 mètres par seconde. C'est juste pour vous illustrer la vitesse de transmission de signal nerveux. Il y a le neurone qui est la cellule principale qui a cette action au niveau du système nerveux, mais il y a une autre cellule qui s'appelle la cellule gliale. Et cette cellule gliale, ça s'écrit comme ça se prononce, hein? Cette cellule, elle a principalement pour rôle de protéger le neurone. Protection du neurone, alimentation du neurone, sans entrer dans les détails, juste pour que vous ayez cette information. Alors, comme je vous ai dit, le cerveau fait partie du système nerveux. Le système nerveux lui-même est composé en gros de 3 parties. On a le système nerveux périphérique, le système nerveux végétatif et le système nerveux central. Le système nerveux périphérique est constitué donc de nos nerfs. Nous avons 43 paires de nerfs et les nerfs, ils vont acheminer les informations qui proviennent des organes vers le cerveau. Et en sens inverse, ils vont acheminer les informations qui viennent du cerveau vers les muscles, vers les autres parties du corps. Le système nerveux végétatif, lui, il est constitué de nerfs et de ganglions. Et lui, il n'est pas du tout soumis à la volonté. C'est le système nerveux, on dit qu'il est autonome. Et ce système nerveux autonome, si vous vous rappelez bien, quand je parlais du cœur, je vous ai dit que ce muscle cardiaque, il n'est pas soumis à la volonté. Donc, voilà, il fait pas. Dans le cœur, il y a des éléments qui appartiennent au système nerveux végétatif autonome, qui ne dépendent pas de la volonté. Et ce système nerveux, il contrôle donc la digestion, le rythme cardiaque, la transpiration et d'autres. Ce sont tous les éléments, tous les mécanismes de notre corps qui n'ont pas besoin de fonctionner par notre volonté. Et enfin, nous avons le système nerveux central. Le système nerveux central, il se loge dans la boîte crânienne. Il est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. L'encéphale se trouve dans la boîte crânienne et la moelle épinière se trouve dans la colonne vertébrale.
le cerveau, en fait, quand on parle du cerveau, le cerveau est une partie de l'encéphale. D'accord? Et l'encéphale est constitué donc du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet. Le cerveau, c'est une partie, en fait. Alors, voyons ce qu'est le système nerveux central. Nous allons nous arrêter sur le système nerveux central parce que je veux arriver au cerveau. Et comme le cerveau appartient et dans le système nerveux central, on va se concentrer sur cette partie. Le système nerveux central, donc nous avons la moelle épinière qui est logée où? Voilà. Et nous avons l'encéphale. Donc la moelle épinière, se présente sous la forme comme un cordon, la moelle épinière, oui, comme une sorte de cordon, et qui est constitué de tissus nerveux, comme je vous ai dit. Pour une personne adulte, juste pour avoir une idée, cette moelle épinière peut mesurer 43 cm et elle va s'étendre de la première vertèbre cervicale jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. OK? Et n'oubliez pas que je vous ai dit que la moelle épinière, je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, oui, la moelle épinière, elle va transmettre les influx nerveux entre le cerveau et le reste du corps. Donc, vous comprenez bien que quelqu'un qui va faire un accident, par exemple, un accident de la route, ça arrive, vous avez déjà entendu parler de cela, la personne se retrouve paralysée parce que, vu la localisation de la moelle épinière, si la moelle épinière est touchée parce que nous sommes au niveau des vertèbres dorsales, c'est au niveau du dos, la moelle épinière est touchée, donc les influx nerveux ne vont plus être transmis au niveau de certains membres inférieurs, des membres inférieurs. Vous voyez? C'est parce que la moelle épinière a été touchée lors de l'accident. Ensuite, arrivons à l'encéphale. L'encéphale, c'est le centre de commande du corps parce qu'il va vraiment recevoir et interpréter constamment les signaux nerveux qui viennent de tout le corps et en retour, comme je vous disais, il va envoyer de nouveaux signaux en fonction de ceux qu'il aura reçus. Parce que le cerveau reçoit des informations des organes des sens. Lorsque ces informations arrivent au niveau du cerveau, le cerveau les interprète et renvoie des signaux aux muscles squelettiques pour qu'un mouvement, une action se mette en place. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'encéphale est constitué du cerveau et voilà. Oh, je n'ai pas cette photo. Du tronc cérébral et du cervelet. Alors, le cerveau, c'est la partie la plus volumineuse de l'encéphale. C'est peut-être pour ça que souvent, on dit dans le langage courant, plutôt que de dire encéphale, on dit cerveau, parce que c'est la partie la plus importante. Ce cerveau est divisé en deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ces deux hémisphères sont reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux. Au milieu, là, on voit, voilà. Ils sont reliés entre eux par un pont de fibres nerveuses qu'on appelle le corps calleux, juste pour que vous ayez, voilà, le mot. La moitié droite du cerveau, donc l'hémisphère droit, va commander la partie gauche du corps, alors que l'hémisphère
gauche du cerveau va commander la partie droite du corps. Et chaque hémisphère lui-même va être divisé en lobes, 4 lobes. En avant, nous avons le lobe frontal. En arrière, le lobe occipital. Sur les côtés, le lobe temporal. Et entre le lobe frontal et le lobe occipital, nous avons le lobe pariétal. Voyons quelles sont les fonctions de ces différents lobes. Alors, le lobe frontal, il est impliqué dans tout ce qui est la prise d'initiative, la coordination des mouvements, toutes les tâches qui demandent de la réflexion supérieure, comme la résolution des problèmes, le fait de penser, de prendre des décisions, de juger, de planifier, tous ces aspects sont gérés au niveau du lobe frontal. Il intervient aussi au niveau d'autres aspects de notre personnalité et de nos émotions. Le lobe pariétal, lui, il intervient dans les processus sensoriels, l'attention, le langage. Et on se rend compte que lorsqu'il y a une lésion du côté droit du lobe pariétal, eh bien, on peut avoir des troubles de l'orientation spatiale. Et si le côté gauche est lésé, on se rend compte que la capacité à comprendre le langage parlé ou écrit peut être aussi altérée. Donc, ce lobe, le lobe pariétal, intervient au niveau du langage, de l'attention. Le lobe occipital, donc à l'arrière, il intervient pour tout ce qui concerne les informations visuelles. Et les informations visuelles sont aussi en lien avec la reconnaissance des formes et des couleurs. Ce n'est pas juste le fait de voir, mais il faut pouvoir bien déterminer et élaborer les formes et les couleurs. Et enfin, le lobe temporel. Le lobe temporel, il va jouer un rôle dans tout ce qui concerne l'encodage, la formation, la compréhension des informations auditives et dans l'intégration des informations qui proviennent d'autres organes sensoriels. Les neurobiologistes, ils pensent que le lobe temporal intervient dans la mémoire à court terme et dans la mémoire des réponses émotionnelles. Donc on voit que le lobe temporal, il n'intervient pas uniquement au niveau de l'audition, mais il intervient aussi au niveau de la mémoire. Chaque lobe a des fonctions spécifiques, mais il y a des interactions entre chaque lobe. D'accord ? Voyons le tronc cérébral. Alors, nous avons ici le tronc cérébral, ici. Et là, nous avons le cervelet, qui est sous le lobe occipital. Alors, le tronc cérébral. Le tronc cérébral, en fait, eh bien, il va relier les hémisphères cérébraux à la moelle épinière. C'est comme un pont. Hein? C'est lui qui va contrôler les fonctions vitales du corps, comme les battements du cœur, la respiration, la tension artérielle, mais aussi la mobilité de tout ce qui concerne les organes de la tête,
Donc la déglutition, la vision, les mouvements des yeux, la mobilité même des yeux, les mouvements du visage. Le tronc cérébral va gérer cela. Et le cervelet, eh bien le cervelet, vous avez vu sa localisation, il intervient au niveau des réflexes et au niveau de la coordination des mouvements et de l'équilibre. Voici en gros. Il est en lien aussi avec les oreilles, parce que regarde où il se trouve. Le cervelet, il va toucher le lobe temporel, hop là, et on avait dit qu'il était en lien avec l'analyse des données auditives. D'accord ? Ensuite, je voulais vous sensibiliser sur la protection de l'encéphale. L'encéphale va être protégé par plusieurs structures. Je veux vous le montrer parce que moi, je vois que Dieu met un soin particulier à notre cerveau, à notre encéphale, parce que c'est l'organe qui est vraiment le plus protégé. Il y a plusieurs couches, en fait. Nous avons, je ne sais pas si je vous les ai mis. Oui. Nous avons donc les os du crâne. Nous avons déjà les os du crâne. Ensuite, nous avons les méninges. Les méninges, ce sont des enveloppes. Et ces enveloppes sont en 3 feuillets. Donc, nous avons les os du crâne, nous avons les méninges, et nous avons aussi un liquide, le liquide cérébrospinal, qui va circuler dans l'espace au niveau de l'encéphale, entre les méninges. Et en plus de ça, en plus des os, en plus des méninges, en plus de ce liquide, nous avons la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière hémato-encéphalique, elle permet une grande sélectivité des molécules qui va traverser le tissu nerveux. OK ? En fait, cette barrière, c'est un système spécialisé de cellules qui vont tapisser les vaisseaux sanguins du système nerveux, au niveau du cerveau. Et cette barrière, elle va empêcher vraiment que certaines substances présentes dans le sang n'entrent dans le cerveau. Elle va maintenir un environnement stable afin que les cellules nerveuses fonctionnent correctement. Donc, vous voyez vraiment que Dieu a mis un soin particulier à ce que notre encéphale soit protégé, parce qu'au niveau de l'encéphale, nous avons le cerveau, au niveau du cerveau, nous avons le lobe frontal, et c'est par le biais du lobe frontal que Dieu rentre en communication avec nous. Alors, je vous propose de voir certaines pathologies. Nous n'allons pas les voir toutes, mais voir certaines pathologies. Nous avons vu qu'il y avait combien de types, en gros, de maladies associées au système nerveux? Des maladies neurologiques, des maladies psychiatriques. OK. Microbiennes? Ah oui. C'est autre. Je les mettrai dans autre. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit autre. Dans autre, j'ai mis AVC. J'ai mis aussi... qu'est-ce que j'ai mis dans autre? Traumatisme, méningite, bactérienne, les maladies bactériennes, virales. Voilà, ça c'est autre. Les maladies neurologiques. Comme maladie neurologique, j'ai choisi de vous présenter 2 pathologies dont on parle souvent. La première, c'est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est neurodégénérative. Et au niveau du cerveau, nous avons des neurones qui sont des neurones dopaminergiques. On les appelle ainsi parce que ce sont des neurones qui fabriquent et sécrètent
un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Ce neurotransmetteur, il est indispensable au contrôle des mouvements du corps et il intervient aussi au niveau de l'humeur. Eh bien, dans la maladie de Parkinson, il y a une dégénérescence, puis une disparition des neurones dopaminergiques. Le fait que ces neurones disparaissent, cela va entraîner donc un déficit de sécrétion de la dopamine, si bien que le patient qui en aura moins va être obligé de penser certains mouvements parce que la dopamine, elle intervient beaucoup sur les mouvements automatiques comme les expressions du visage. Mais pour avoir une certaine expression du visage, parfois on ne réfléchit pas, ça se fait tout seul. Mais là, et même certains de nos mouvements, mais là, le patient va être obligé de penser certains de ces mouvements qui autrefois étaient réalisés automatiquement. La dopamine est aussi, comme je vous ai dit, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la motivation, dans l'humeur. Donc les patients qui souffrent de maladie de Parkinson, peut-être que vous l'avez déjà constaté, ils se retrouvent dans une situation de désintérêt général, d'apathie. OK? C'est une maladie qui a une progression lente et progressive. Les premiers signes, le plus souvent évocateurs, sont le fait d'être fatigué, d'avoir des crampes, des douleurs diverses au niveau du corps. Dans les stades les plus avancés de la maladie, la plus précoce de la maladie, on peut observer une baisse de l'olfaction chez certains patients. Mais ce qui caractérise cette maladie, vous le savez, ce sont les tremblements. Quoi encore? Mais ce sont surtout des tremblements au repos. Il y a une certaine rigidité dans les mouvements, et les mouvements, la bradykinésie, les mouvements sont lents. Il y a de l'instabilité dans la posture du patient, enfin de la personne. OK? Alors pourquoi cette maladie? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, hein. Peut-être que vous savez, vous avez lu des trucs dessus, mais moi, jusqu'ici, par rapport à ce que je connais, on ne sait pas. Alors, oui? Alors, oui, c'est pour ça que j'ai mis environnement, hérédité. Mais si, hein? Voilà. Voilà. Voilà, oui, tout à fait, par rapport à l'aluminium, oui. Mais pour l'instant, il y a des papiers dessus. Voilà, il y a plusieurs hypothèses dessus. OK. Mais on ne peut pas encore vraiment bien le décrire, le pourquoi. Oui, mais pourquoi ça se manifesterait là et pas ailleurs? Enfin, voilà. Donc, il y a encore des questionnements sur les raisons de cette maladie. Donc, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. J'ai choisi la maladie de Parkinson pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pourquoi il y a les tremblements, en fait. Le problème du Parkinsonien, c'est la dopamine. Son cerveau ne fabrique plus de dopamine parce qu'il y a une dégénérescence, une destruction de la partie qui sécrète ce neurotransmetteur. C'est l'origine de cette maladie. C'est la cause de cette maladie. Et ensuite, donc cela va entraîner certains effets indésirables, dont les tremblements, l'apathie, voilà, chez ces patients. Ensuite, la maladie d'Alzheimer. Alors, on en parle tout le temps, cette maladie.
c'est encore une maladie neurodégénérative. Et elle, comment on l'explique? On l'explique parce qu'il y a une accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Ces protéines anormales sont de deux types. Alors, et ces protéines, elles vont provoquer des plaques dans le cerveau, des lésions. Ces lésions se présentent sous forme de plaques amyloïdes et de dégénérescence neurofibrilière. On va voir plus loin à quoi correspondent ces plaques et cette dégénérescence. Mais on sait aujourd'hui que ces lésions, elles peuvent apparaître 10 à 15 ans au niveau du cerveau avant que la maladie ne présente ses premiers symptômes. Alors ici, nous avons un cerveau normal. Vous voyez comment les neurones, le contour des neurones est parfaitement dessiné. Voyez? Vous voyez parfaitement bien le noyau. Voilà, tout est clair. Mais dans un cerveau d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, vous voyez que ce n'est pas aussi clair, mais surtout, vous voyez ces fameuses plaques amyloïdes ici. Et vous avez cette dégénérescence neurofibrilière à l'intérieur du neurone. Vous voyez les petits filaments, là, à l'intérieur. OK? Alors, ces plaques amyloïdes, c'est quoi? Les plaques amyloïdes, on les appelle aussi des plaques séniles. Hein? Et en fait, quand elles ont été décrites la première fois, c'est comme ça qu'on les a appelées. Et il s'agit de petits dépôts. Ce sont des dépôts denses d'une protéine qu'on appelle la bêta-amyloïde. Et cette protéine, son problème, c'est que chimiquement, elle adhère, elle est adhésive et elle s'agglutine progressivement au niveau du cerveau pour former ces fameuses plaques. C'est une colle, en fait, qui se trouve entre les neurones du cerveau. Mais la bêta-amyloïde, elle provient d'une protéine qui, naturellement, est présente au niveau de la membrane de la cellule nerveuse. Donc, effectivement, on pourrait penser que c'est un problème au niveau du codage. À un moment donné, il y a eu un dysfonctionnement, une anomalie, et au lieu de produire la bonne molécule, il y en a une défectueuse qui a été fabriquée. Pourquoi ce dysfonctionnement au niveau du gène? La dégénérescence neurofibrilière, j'ai pas compris. Oui, on parle de plein de choses. La dégénérescence neurofibrilière, elle est due à une protéine qui devient anormale encore, mais cette fois, comme vous l'avez vu sur l'image, c'est à l'intérieur du neurone lui-même. Et juste pour vous rappeler, vous savez, quand vous avez un neurone, dans le neurone, vous avez donc vous avez le neurone avec son axone ici, et ses dendrites ici. Et rappelez-vous, on avait dit que dans une cellule, il y a la membrane plasmique, il y a le noyau, vous vous rappelez? Et à l'intérieur, il y a ce liquide-là qui s'appelle le cytoplasme. Et on avait dit que dans le cytoplasme, il y a plusieurs
organite plusieurs éléments qui circulent. D'accord? Bon. Eh bien, dans une cellule nerveuse, il y a comme des filaments qui constituent comme un chemin de fer. Et ce chemin de fer, il a pour rôle de véhiculer tous les éléments nutritifs et les organites à l'extrémité de l'axone pour que tout ne reste pas concentré dans cette partie. Et ce chemin de fer, il y a des chemins de traverse comme ça, comment on dit ça, les chemins de fer? Les rails. Et ces rails-là sont composés de protéines. Et cette protéine qui sert de rail, elle s'appelle la protéine Tau. Et dans la personne qui a la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau, elle se désagrège. Et comme elle se désagrège, ces filaments-là, il n'y a plus. Et comme les filaments n'ont plus de rails, et donc elles vont s'enchevêtrer. Ce ne sera plus droit. Et comme ce ne sera plus droit, les éléments nutritifs qui sont ici ne vont plus être véhiculés à l'extrémité de l'axone qui va se dégénérer. Et comme ça va se dégénérer, vous comprenez bien que l'information, parce que n'oubliez pas que la cellule nerveuse, elle transmet des informations électriques. L'influx nerveux, c'est ça le message électrique, ne peut plus passer comme il faut. Donc le circuit est coupé. La communication entre neurones se fait mal. C'est triste, ça. C'est une sale maladie. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Alors, oui, je dois vous dire d'abord, il faut comprendre que la maladie d'Alzheimer, elle ne va pas affecter toutes les personnes de la même façon, au même degré. L'évolution de la maladie ne va pas se faire de la même façon chez tout le monde. Certaines personnes peuvent rapidement développer la maladie de façon très sévère, tandis que d'autres vont développer une pathologie chronique qui va devenir de plus en plus invalidante, ceci sur plusieurs années. Et plus on va développer la maladie de façon tardive dans sa vie, plus il semble elle semble lente et chronique. Mais plus on va la développer jeune, plus elle va affecter rapidement l'ensemble du cerveau et entraîner de nombreux troubles. La maladie d'Alzheimer, les papiers disent que dans 1% des cas, cette maladie, elle est due à une mutation sur des gènes qui sont parfaitement identifiés. Ce qui signifie que si une personne est porteuse de ce gène muté, elle va développer obligatoirement la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi, elle aura 50% de probabilité d'être transmise à la descendance. C'est pourquoi il y a des familles entières de personnes qui vont être atteintes de cette maladie. Et dans ce cas, souvent, elle se développe de façon précoce, avant 60 ans. Mais ça, bon, quand on est concerné, on est concerné. Mais ce n'est que 1% des cas. Dans 99% des cas, il semblerait que la
cause de la maladie d'Alzheimer ne soit pas connue. Et ce qu'on donne comme cause, c'est tout ce que vous avez dit. Donc, l'environnement, des problèmes cardiovasculaires à terme, les facteurs de risque génétiques, on s'est lié un peu avec d'autres mutations. Vous voyez? Donc, et ça, ce sont les formes les plus courantes qui se développent généralement après 65 ans. Mais le 99%, moi, m'interpelle, est toujours en lien avec l'épigénétique. Et Manuela nous l'a redit encore quand elle insistait sur le fait que Dieu nous invite à vivre dans un environnement particulier. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous invite à nous alimenter d'une certaine façon. Ce n'est pas pour rien. Dieu nous invite aussi à prendre soin de notre corps d'une certaine façon. Ce n'est pas pour rien, parce que cette pathologie-là, elle est multifactorielle. Oui, c'est multifactoriel. Oui. Ben, oui, c'est intéressant. C'est vrai, parce que quand tu vois une personne qui est très avancée dans cette pathologie, elle a du mal à communiquer. Une grande souffrance. Alors, peut-elle encore communiquer avec Dieu? Ah, pardon. Oui, on avait dit que la protéine ce sont les rames, en fait, c'est les travers. Les travers, oui, tu as raison, les travers. C'est le mot que j'ai cherché. Merci, Vadim. Ce sont les travers. Hein? Les rails, c'est le truc long, en fait, les travers. Donc, par contre, je ne sais pas où ça en est. Il y a quelques années, quand je m'étais intéressé un peu à connaître la maladie, le cas le plus jeune était d'une femme de 26 ans en Angleterre. Justement, elle perdait le travail sur le travail. Elle quoi? Elle perdait le travail. Travail sur le travail, constamment. Et donc, elle a été en études et c'est là qu'ils sont aperçus qu'elle avait Alzheimer. Et 26 ans, c'est super tôt. Ah ben oui. Des cas plus importants. Ouais, je sais pas. Mais je sais qu'effectivement, c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt. Et, alors, les papiers le disent comme ça, 1% génétique, mutation et 99%. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cas où ce n'est pas... parce que dans les 1%, on disait que ils disent que 1%, c'est souvent avant 60 ans. Mais si vous continuez à faire des recherches, vous vous rendrez compte que, en fait, ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être une maladie qui ne soit pas d'origine familiale génétique et qu'on développe la maladie avant 60 ans, comme ce que tu es en train de dire là. Et dans l'étude que je vous ai regardée, il disait que, je crois, de mémoire, à peu près, une famille sur 40 sera touchée d'ici 2020. 2020 ? Ah ouais. Oui. Une famille sur 40. Oui. Mais c'est pour montrer l'ampleur des dégâts. Ah oui, c'est l'ampleur des dégâts. La plus inquiétante, le cause de cancer, on le connaît. Ouais. Mais parce que, en fait, la maladie, elle s'arrête. Comment je vais l'expliquer? Non, là où tu étais, en fait. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein? T'as dit quoi? Non, mais est-ce que tu essaies de comprendre? Est-ce que la maladie... Attends, je dis. Elle s'arrête là où tu es.
Et à un moment donné, effectivement, étant donné qu'il y a une dégénérescence de certains neurones, on ne peut plus, on n'est plus au contrôle de ce qu'on fait. On ne peut plus encoder. T'as dit quoi? On ne peut plus encoder, mais le code qui a été stoppé est là. Voilà, est actif. Et donc, du coup, tu ne peux plus intégrer de nouvelles informations puisqu'il y a des problèmes. Et donc, du coup, tu es stationnaire à un moment donné. Et tu ne peux plus cacher non plus. Ben, dans le domaine psychiatrique, c'est reconnu que l'Alzheimer, c'est toutes les maladies psychiatriques. Les personnes qui travaillent chut, pas tous en même temps, pas tous en même temps. parce que leur vrai caractère ressort. C'est pour ça que les infirmières se font insulter, etc., avec des choses terribles. Parce que le vrai caractère de la personne ressort. Il n'y a pas de caractère non dégénéré. Pour le chrétien, c'est un caractère non transformé. Il n'a pas été transformé, ce caractère. On ne peut pas dire ça. Non, attends. Non, alors on ne va pas rentrer effectivement dans ce débat, mais c'est juste par rapport à ce qu'on voit. Parce que on se dit que, imagine quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer là, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. On va réagir en fonction de ce qu'on va voir, de ce que la personne fait. Mais on ne sait pas quelle a été sa relation avec Dieu avant que n'apparaisse la maladie. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est celle que Manuela pose, c'est que tu ne ressors que ce qui est en toi. Mais bon, ça c'est un aspect... Attends, vas-y. Je peux être témoin d'une personne parce que je rejoins Manuela, parce que j'ai travaillé un mois en gérontologie. Il était là, il y a une personne atteinte vraiment de la maladie. Il y avait d'autres qui avaient des démences et d'autres qui étaient vraiment. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que toi, je crois. Ah bon? Ouais. C'est bon? OK. Alors, j'ai remarqué que toutes les personnes c'est ça que tu avais mis dans ton corps qui sort. Et des personnes qui injuriaient, qui disaient que des choses mauvaises. Tandis qu'il y avait un monsieur, il prenait son harmonica, il chantait des chansons de l'église que je connaissais. Donc, c'est ce qu'elle a dit là, je confirme, parce que je l'ai vécu pendant un an. Il peut y avoir une désinhibition au niveau du cerveau frontal qui fait que la personne devient comme ça. Parce que j'ai connu une personne de 107 ans, une sœur adventiste, qui était bien, vraiment spirituelle, qui avait la maladie d'Alzheimer et qui injuriait, voilà. Alors, c'est pour ça que si vous voulez, on va stopper ce débat parce qu'on ne va pas rentrer dedans. Parce que, juste pour vous dire une chose, en fait, c'est que on ne connaît pas les gens. En fait, on se voit. C'est pour ça que je vous dis, c'est Dieu qui connaît le cœur des gens. Parce que peut-être que vous me voyez bien gentil, bien poli, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Vous pouvez dire que les gens sont bien spirituels et pas, mais, ou ça, et bien peut-être qu'elles ne le sont pas du tout, en fait. C'est pour ça que je vous dis, comme nous ne savons pas, par rapport à cet aspect spirituel qui concerne le salut de la personne, nous allons passer à la schizophrénie. Oui, par rapport aux plaques. On reste dans l'anatomie physiologie. Ah oui, mais oui, ça commence. On a dit que c'était une maladie, je ne l'ai peut-être pas dit. Ça se fait petit à petit. C'est une maladie neurodégénérative à progression lente. Plus ça commence jeune, plus c'est jeune. N'oubliez pas quand c'est les cellules, ça va aller plus vite. Mais chez une personne âgée, ça va prendre plus de temps à se mettre en place. Donc, on ne va pas se rendre compte tout de suite au début qu'il y a la maladie d'Alzheimer. Mais au fur et à mesure que les cellules se dégradent, alors les symptômes vont apparaître. Alors, si tu es jeune et parfois tu as des pertes de mémoire, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être parce qu'il y a des plaques ou bien, parce que souvent on te dit c'est parce que tu es étourdi, tu es fatigué, ou bien c'est parce qu'il y a des plaques qui sont... Alors, il faut savoir si dans la famille de cette personne, il y a des gens qui ont développé la maladie d'Alzheimer, c'est possible que ce soit aussi ça.
Est-ce que ça existe dans ta famille? Oui? Ah oui, il faut chercher. Mais si ça n'existe pas dans ta famille, on ne va pas tout de suite penser à la maladie d'Alzheimer chez une personne de moins de 50 ans même, que ce soit cette maladie. On va dire que c'est l'étourderie ou la dépression ou autre chose, mais on ne va pas penser à la maladie d'Alzheimer. Tu vois? Il faut vraiment que ce soit dans ta famille. Question en fonction de l'anatomie physio. Ma belle-mère, Oui. mon beau-père, mon neveu, les fils, tous ont la même maladie et mon épouse a la même maladie. La maladie d'Alzheimer? Voilà. Donc, c'est une illustration que c'est familial. Le seul qui s'est échappé, la mienne. Moi, Mais non, mais c'est pas la même famille. C'est pas la même famille. ma mère a passé devant ma mère. Ah. Ah, la maladie d'Alzheimer? Ah, d'accord. Mais alors, continue à respecter les 8 lois, mon frère. Hein. Et être, enfin. Ouais. Alors, une autre maladie psychiatrique, cette fois, c'est la schizophrénie. Ça aussi, c'est une horreur. C'est une maladie du cerveau qui affecte, mais directement le cerveau, les pensées, les sentiments, les émotions, mais aussi les perceptions et les comportements. Les comportements, à certains moments, peuvent sembler être totalement normaux, mais pendant une longue période, et puis tout d'un coup, on voit que cette maladie apparaît. C'est une maladie mentale qui peut être sévère, destructrice, et elle est persistante. Elle se manifeste par des épisodes aigus de psychose. Des peurs phobiques, psychose, avec différents types de symptômes que nous allons voir après. Le début de la maladie, comme je vous ai dit aussi, elle peut être progressive et s'étaler sur plusieurs semaines, voire des mois. Et elle est d'apparition insidieuse et graduelle, si bien que parfois on ne peut pas se rendre compte que c'est de cette maladie dont souffre la personne, mais à certains moments, elle peut être d'apparition totalement soudaine, surtout quand il y a eu un facteur déclenchant chez une personne qui serait déjà prédisposée. Alors, juste pour vous dire, nous savons déjà que le cerveau, il est constitué de plusieurs millions, voire milliards de neurones, et chacune de ces... Et dans ces neurones, nous avons les prolongements que nous avons vus là. Ces prolongements vont libérer des neurotransmetteurs qui vont transmettre des messages. Eh bien, chez la personne qui est atteinte de la schizophrénie, le système de communication, il est défaillant. Voilà, il est défaillant. Ce qui va entraîner les symptômes suivants. Ils sont nombreux. La personne peut avoir des idées totalement délirantes. C'est le fait de croire que tout le monde organise un complot. Hein? Elle peut avoir des hallucinations aussi bien auditives que visuelles. Elle peut avoir des changements sur sa façon de réagir au niveau de son environnement. Par rapport au changement? Non, c'est-à-dire que changement sur la façon de réagir au milieu. Dans un environnement normal, d'habitude, la personne est bien dans son environnement, à son travail, par exemple. D'habitude, elle est bien. Et puis, tout d'un coup, comme ça y est, elle ne se sent plus dans cet environnement, donc elle quitte son travail. Ça peut être dans son milieu. Un ressenti. Ça peut être aussi
l'absence d'émotion. La personne passe par une période où il y a une absence totale d'émotion. Son discours peut être totalement abrégé et dénué de détails. Vous ne reconnaissez plus la personne qui vous parle. Elle peut avoir des problèmes de mémoire, la difficulté aussi à tenir une conversation. Bon, ces personnes peuvent être aussi touchées par la dépression. Enfin, c'est un ensemble de facteurs, de symptômes en fait. Il peut y avoir des sautes d'humeur, ça peut aller jusqu'au suicide, un risque accru de suicide. Pourquoi? On ne sait pas. Enfin là, quand je vous dis on ne sait pas, la connaissance qu'on a, un médicament ne sait pas, on ne sait pas. C'est une maladie qui semble être le résultat d'une combinaison de problèmes qui met en cause une certaine vulnérabilité génétique, je vous ai parlé des gènes à un certain moment, et de facteurs propres à l'environnement. On revient toujours à la même chose, mes amis, en fait. Et comme je disais, non, pour la schizophrénie, je ne l'ai pas dit, mais les risques de souffrir de schizophrénie sont plus importants dans le cas où il y aurait déjà eu l'apparition de cette maladie dans la famille. Donc ce sont des... Il faut bien démarrer un moment. Mais le démarrage, ce serait dû probablement à une mutation liée à un environnement. Ça peut être un environnement familial, psychologique, où la personne aurait pété les plombs pour une raison X. Et comme il y a une faiblesse déjà au niveau génétique qui aurait entraîné des malformations, un dysfonctionnement au niveau des neurones, ça entraînerait l'apparition de cette maladie. Voilà, c'est vraiment multifacteur. Il y a plusieurs éléments qui peuvent se mettre en place. En sachant que moi, je dis qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un conflit cosmique. On est dans un conflit cosmique. Il y a Satan qui veut protéger ses enfants, mais il y a aussi Satan qui veut attaquer les hommes. Et Dieu communique avec nous par le biais du lobe frontal, mais l'ennemi veut détruire ce moyen par lequel Dieu veut rentrer en communion avec nous. Satan ne peut pas rentrer dans notre cerveau, mais il va utiliser nos sens pour pouvoir atteindre ce cerveau. À nous de fermer, mes amis, toutes les portes. Je parle de portes. Et souvent, sans se rendre compte, on ouvre les portes à l'ennemi. Même parmi le peuple de Dieu. Hein? Parle fort. Ah oui, peut-être. Ah non, j'ai dit ça? Excuse-moi, non. Ah, excusez-moi, je reformule. Non, mais oui, mais ce n'est pas dans le cadre de ce que je veux dire. Alors, je reformule. N'oublions pas que Dieu veut protéger ses enfants. Et Satan, lui, il veut détruire les enfants de Dieu. Et en agissant, il va pas, et il agit comment? Lui, il ne peut pas atteindre notre cerveau. C'est Dieu qui communique avec nous par le biais du lobe frontal. Mais Satan, lui, il va utiliser nos sens. Et c'est ce qu'il a fait avec Ève. Mais lorsque nous soumettons nos passions basses au lobe frontal, à notre cerveau, à nos puissances supérieures, alors nous ne passons pas sous la domination de l'ennemi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il nous faut fermer toutes les portes. Et je ne parle pas à des gens du monde, je parle à des chrétiens en connaissance de cause, parce que parfois, lorsque nous faisons appel à des médecines soi-disant naturelles, mes amis, nous ouvrons des portes. Wolf, attends, il a levé la main. Après... Oui, dis-moi. Oui, je voulais le dire, oui. Je voulais le dire, oui. Si. Mais attends, il y a le cannabis, mais je dirais que le cannabis, c'est un facteur
environnementale, parce que toutes les personnes qui fument le cannabis ne deviennent pas schizophrènes. Ça signifie qu'il y a déjà quelque chose en place. Et après, sur le côté spirituel, c'est vrai que quand on fait les ministères de délivrance, la première des choses qu'on va étudier, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que la personne est spirituellement possédée ou elle a une maladie reconnue? Oui. C'est là C'est la limite. Oui. trouver le juste milieu, Oui. pas condamner la personne, on va dire, l'emprise d'un démon, Possédé? possédée, merci, alors qu'elle a réellement une maladie reconnue neurologique. C'est là le... Mais bon, il y a des questionnements à tout ça encore, je pense. Julia. Et après, on va finir les amis parce que notre temps est passé. Par rapport au quoi? Aux causes, oui. Mhm. Mhm. D'accord. Je vais chercher dans ce sens. Mhm. Donc, je vais rechercher dans cette direction-là. Oui, oui, oui. Oui. Il n'y a pas de cause physique connue pour cette maladie. Par exemple, des dysfonctionnements au niveau du corps, quelque part, par exemple, des protéines. Non. Quand on dit cause, c'est un élément externe qui provoquerait la maladie. D'accord. Mais je veux dire, par exemple, parce qu'on a vu pour les autres maladies, c'était une accumulation de Ah oui. protéines. Ah oui, non, mais je l'ai décrite là pour la schizophrénie. J'ai dit que, on l'a vu, je crois. Hop là. On a dit que les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ont une défaillance au niveau de la communication entre neurones. C'est ça en fait, c'est un problème de communication entre neurones. Mais ce n'est pas une dégénérescence de neurones. Quelle est la nature de ce problème de communication? Bon, je ne l'ai pas présenté là, mais il y a un problème de communication entre neurones. Donc, on peut montrer comment s'explique cette maladie, ce qui se passe dans le cerveau chez les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais pourquoi ça arrive? La cause, c'est pourquoi il y a ce problème de communication. Mais je veux dire, le problème de communication n'est pas parce qu'il y a un manque d'une protéine. Alors, Julia nous apportait une information que ce serait peut-être que pendant la grossesse, il y aurait une carence chez la maman qui aurait entraîné une carence chez l'enfant et à terme, cette maladie peut arriver. Mais c'est pour ça que je dis, je vais rechercher dans cette direction. Sinon, c'est pour ça que je disais, la cause, elle est inconnue. Ça peut être, s'il y a une personne qui a déjà ce cas-là dans sa famille, elle a plus de chances de développer cette maladie, mais il faut qu'il y ait des facteurs environnementaux conjugués pour favoriser que ça ne se déclenche. Parce que le frère a parlé de cannabis, effectivement, il y a ce cas-là, je voulais vous le dire. Il y a le cannabis, mais toutes les personnes qui vont fumer de cannabis ne vont pas développer une schizophrénie. Ça veut dire qu'elles ont déjà un terrain génétique pour favoriser l'apparition de cette maladie. C'est un facteur déclenchant. Elle existe depuis combien de temps, cette maladie? Ah, je ne sais pas. Oui, c'est depuis longtemps, je ne sais pas. Pourquoi cette question? Pourquoi? Non, parce que je me demandais, du temps de Jésus, elle n'existait pas. Ah. Alors, ne me disputez pas si on me dit qu'on passe-le, on dépasse-le. Ah si, il y a pour la schizophrénie? Ah, pour tout ce qui concerne le cerveau? Oui, pour tout ce qui concerne le cerveau, il y a des traitements. Hein. Je pense que Alison va vous en parler plus tard, pas cet après-midi, mais tout à l'heure.
Mais donc, il y a des aliments, il y a un style de vie. Un cœur joyeux est un bon remède, mes amis, ce n'est pas pour rien. Et l'exemple du frère, là, doit nous interpeller parce qu'il dit qu'il y a des personnes, dans sa famille, il y a la maladie d'Alzheimer et lui, il n'a pas développé la maladie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été dans un environnement, il y a des éléments dans sa vie qui ont fait que, parce que ce sont, pour la plupart de ce que je vous ai dit, ce sont des maladies qui sont de cause inconnue, génétique, à un pourcentage faible, mais de cause inconnue. Mais dans cause inconnue, on vous dit environnementale. Mais l'environnement, c'est quoi? C'est le lieu où j'habite, c'est ce que je mange, c'est ce que j'écoute, mais c'est... Parce que quand on pense on parle souvent de santé physique, mais moi, j'aime beaucoup parler de la santé psychologique. Je vous en ai déjà parlé de ça. On se soucie très peu de notre santé psychologique, mes amis. Mais prenez le temps de vous concentrer sur votre santé psychologique. Apprenez à connaître votre histoire familiale. Apprenez à connaître pourquoi vous réagissez d'une certaine façon devant telle situation. Recherchez à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Soignez-vous psychologiquement. Il faut se soigner psychologiquement. Mais on passe au-dessus de ces choses-là. C'est important. C'est parce qu'on dit, bon, je suis chrétienne, ça y est, c'est bien, tout est guéri. C'est pas vrai, ça. Parce que si tu as eu un viol dans ton enfance, si tu n'as pas traité ce problème-là, eh bien, ça ressort, ton cerveau l'a caché, mais c'est ressorti lorsque tu as 35 ans, tu es déjà marié avec des enfants, et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Toute ta vie est bouleversée parce que tu n'as pas réglé ce problème-là. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à régler vos problèmes psychologiques. Moi, je dis quand on a une communion avec Dieu, Oui. automatiquement, Dieu nous demande de traiter toutes nos déficiences, comme tu parles, Mhm. de les maladies héréditaires, parce qu'il faut savoir que dans notre jeunesse, effectivement, on a eu des chocs émotionnels. Oui, parfait. Chaque autre nous est passé. Mhm. Et des fois, pour mon cas, moi j'ai eu des chocs émotionnels que j'avais déjà zappés. Mhm. Et en m'approchant de Dieu, Mhm. le Seigneur a fait travail avec moi. Mhm. Il m'a ramené de ma jeunesse, Mhm. d'accord? Et il m'a fait voir tous les points Mhm. émotionnels que j'ai eus. Mhm. Et que Toutes les blessures que tu avais eues. et j'avais zappé, d'accord? Oui. Pour que je puisse faire de l'avant, pour que ça puisse qu'on atteigne. Mhm. Parce qu'on est jeune, on prend beaucoup de chocs. Oui, Je pense que le cerveau il accumule. apprend tous les chocs. Oui, Et on grandit et on se forge un caractère. tout à fait. D'accord? Et on avance parce que le monde, on est dans une guerre. Les autres combats, il faut arriver à vivre. Il arrive un moment, quand tu t'approches de Dieu, le Seigneur, lui, il veut travailler à la base. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de chocs émotionnels de la séparation de mon père, mais je l'ai mis de mon foyer. Mais voilà. Moi, je n'ai jamais vu Voilà. qu'il y avait cette Ce lien. manifestation qui vivait en moi. Mhm. Et c'est mon épouse qui me disait, ouais, ben, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je ne voyais pas ça. Alors moi, dimanche de chrétien, je me suis mis à genoux. Je ne sais pas si j'ai jeûné, hein, je ne me rappelle pas. Et j'ai demandé à Seigneur, bon, s'il y a une cause à faire, qui s'expose de mon foyer. Donc, fais-moi voir la chose. À ce moment-là, ça, le Saint-Esprit, effectivement, m'a fait voir que tout ce que mon épouse dit, c'est la réalité. J'étais très troublé parce que quand le Saint-Esprit fait une émotion remonter dès ton enfance, et ça fait plus de 30, 20 ans, 25 ans, la chose te choque. Ben oui. À ce moment-là, ça, j'ai dit, Seigneur, ok. La première démarche, bon, c'était quand même difficile de demander à mon épouse pardon. Donc, je lui ai demandé pardon. Et le Seigneur m'a dit que maintenant, je dois prier en ce sens. Donc, j'ai prié. Mais une habitude qu'on a côtoyée 25 ans, elles ne sont pas comme ça. Vous comprenez? Alors, mon épouse me disait, ah oui, tu as vu, le Seigneur t'a dit, le Seigneur t'a dit. Alors, le Seigneur m'a dit de lui dire que maintenant que la chose est au clair, que maintenant elle doit m'aider aussi. Parce que c'est une habitude qui s'est ancrée en moi et que seul je ne pourrais pas faire le travail.
lui, Jésus, lui, il m'accompagne, mais mon épouse doit m'accompagner parce que c'est pas chose facile. Et c'est vrai que plus qu'on s'approche de Jésus, de la gloire de Dieu, plus Dieu nous révèle chaque choc émotionnel que nous avons de jeunesse et met tout sur le tapis. Tu n'auras rien du tout qui sera caché. Et il veut traiter chaque chose, même avec ma mère, que j'ai eu des hauts. Il m'a dit, tu as eu ça, tel jour, telle année, telle date. Tu demandes à ta maman pardon, tu demandes à ton père pardon, même des filles que j'ai côtoyées, que j'ai laissées, il m'a dit, tu as fait ça, tu vas demander pardon. Mais moi, je ne voyais pas, tu sais, blessures que j'ai fait aux autres. Ben, tu sais, je te remercie, Harold, pour ton témoignage. On va couper. Je veux conclure. En conclusion, je dirais une chose. Nous avons appris les 8 lois. Enfin, non, vous connaissez les 8 lois. Dans les 8 lois, il y a la confiance en Dieu. Et dans la confiance en Dieu, il y a l'aspect psychologique aussi. Parce qu'on pense souvent que la confiance en Dieu, c'est le fait juste de prier Dieu et d'avoir confiance qu'il va nous guérir, etc. Mais ce n'est pas seulement ça. La guérison que Dieu nous apporte, pour nous qui sommes dans cette salle, donc qui sommes des prêtres, il nous apporte une guérison totale. Cette guérison, elle est physique, émotionnelle, psychologique. Alors, je vous invite urgemment à prendre le temps de questionner Dieu sur ce qu'il veut vous dire. Et je te remercie grandement pour ton témoignage, parce que cela prouve que c'est une chose possible. Et pour ceux qui sont mariés, je disais à une sœur hier que le mariage n'est qu'un des moyens que Dieu met à notre disposition pour notre salut. Dieu a placé cette femme à côté de toi pour te révéler des choses en toi qui n'allaient pas, que tu as acceptées, et pour que vous puissiez avancer ensemble. Alors pour ceux qui sont en couple, ici, le mari, oui, je dis en couple. Non, en couple, voilà, dans les deux sens. D'accord, dans les deux sens. Hein? Dieu a placé l'épouse, le mari à côté de l'épouse pour l'aider à avancer aussi. Donc ça va dans les deux sens, vous comprenez bien, je ne suis pas sexiste ni anti... voilà. D'une part. Et donc c'est aussi ensemble, en tant que communauté, que nous devons avancer dans ce sens. Merci de votre participation, merci pour cette semaine. Et prions. Seigneur, encore une fois, merci. Merci de nous permettre de découvrir comment fonctionne notre corps. J'espère que nous avons pris plaisir à voir à quel point cette machine humaine est une merveilleuse créature que tu as pris soin de former et que cela nous donne encore plus envie de prendre soin de ce corps que tu nous as confié. Veuille continuer à nous diriger alors que nous prenons des décisions dans nos vies pour être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu continues à œuvrer afin que vraiment le caractère de Christ soit en nous, Seigneur, que nous puissions vraiment mettre de côté toutes nos défaillances physiques et psychologiques et morales, que tu puisses vraiment t'accaparer de nous et manifester et opérer ton œuvre, Père. Je veux te confier aussi ce petit déjeuner que nous allons prendre, veuille le bénir et permettre qu'il nous fortifie. Seigneur, reste avec nous pour le reste de cette journée de préparation, que nous soyons vraiment tout à toi et attentifs à ta voix. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.